toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les mardis, zoom sur les placements alternatifs dans patrimoine thématique et un focus aujourd'hui sur le vin qui séduit de plus en plus les investisseurs. Compliqué de le considérer encore comme un actif à part entière, il est classé dans la catégorie des investissements plaisir. Mais alors, investir dans le vin en 2021, bonne ou mauvaise idée? Quelles sont les clés pour réussir dans ce type de placement? Réponse tout à l'heure. Et puis, dans Enjeu patrimoine, la réforme des valeurs locatives, base fiscale au calcul de la taxe foncière, elles font aujourd'hui l'objet d'une réforme qui devrait impacter la facture des propriétaires. Dans un instant, nous recevrons une avocate spécialiste des questions immobilières et le co-auteur du rapport sur la réforme des valeurs locatives de l'Institut de politique publique. Ils nous expliqueront l'intérêt d'une telle réforme et ce qu'elle prévoit exactement. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. D'abord, comme tous les mardis, zoom sur ces placements alternatifs dans patrimoine thématique. Comme le vin, le Covid-19 a déjà convaincu un certain nombre d'investisseurs de diversifier davantage leurs investissements en se tournant vers les actifs réels, l'or par exemple. D'autres, plus audacieux, ont été encore plus loin et se sont tournés vers le vin. Notre invité va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre ce que signifie investir dans le vin en termes de risque, de rendement aussi. Daniel Immacolato, directeur général de Cavissima, plateforme d'achat ou d'investissement dans les vins de garde et grands crus, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Je dois commencer cette interview en rappelant bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le boire avec modération. Daniel Immacolato, je le comparais à l'instant à l'or. Le vin peut-il être considéré comme une valeur refuge? Oui, tout à fait, oui. Dans la mesure où, comme l'or, la valeur des actifs vins, je dirais, est assez décorrélée des marchés boursiers classiques, je dirais. Donc, et je dirais encore plus décorrélée que l'or pour le coup. Donc, je dirais la croissance, la prise de valeur des grandes bouteilles. Là, on parle vraiment d'une catégorie de vins très spécifique. On parle de très grands vins qui sont liquides, donc sur lesquels il est possible d'aller sur ce qu'on appelle des seconds marchés, exactement comme pour, je dirais, des actifs classiques. Et ces vins-là donc sont décorrélés, je dirais, leur valeur est décorrélée des actifs boursiers. Daniel Immacolato, comment les investissements dans le vin ont-ils évolué ces dernières années, ces derniers mois même peut-être? Je parlais de la crise du Covid-19. Alors, ces derniers mois particulièrement bien, mais je dirais si on fait un zoom élargi, sur les 20 dernières années, on a une prise de valeur moyenne qui est selon les périodes, entre 4 et 8% par an, ce qui est plutôt pas mal quand même. Et dans cette moyenne, vous avez des vins qui prennent énormément de valeur, d'autres qui prennent moins de valeur, évidemment, comme dans tout portefeuille. Mais globalement, oui, c'est un actif qui rapporte. Pourquoi est-ce, selon vous, un investissement socialement responsable? Ça, je crois que vous en êtes convaincu. Oui, tout à fait, oui, parce que après c'est une question de sélection des propriétés. Vous avez aujourd'hui des propriétés qui sont de plus en plus tournées vers ce type de pratiques, avec des pratiques à la fois environnementales. Beaucoup des châteaux qu'on propose à nos clients sont en biodynamie ou en certifié bio, exactement. Et avec des pratiques HVE, etc., qui sont plutôt positif pour l'environnement. Plutôt respectueuse de l'environnement. Et puis, c'est aussi un investissement dans le terroir. Exactement. C'est ce qui le rend socialement aussi responsable. Daniel Immacolato, est-ce qu'il faut forcément être un fin connaisseur de vin pour investir dans le vin? Oui et non. En fait, on a vraiment deux catégories de clients. Vous avez des clients qui sont des purs aficionados du vin, qui adorent ça, qui sont très, très curieux et qui d'ailleurs ont des demandes très précises. Et puis vous avez des investisseurs qui veulent juste diversifier, en fait, tout simplement, qui se rendent compte qu'il y a un potentiel de ce côté-là et qui s'intéressent, qui se prennent au jeu. Donc voilà, après l'aspect culturel et l'aspect plaisir associé fait que voilà, je dirais, un investissement différent d'autres investissements. Mais globalement, vous avez vraiment les deux catégories qui se mélangent. Et je dirais souvent les investisseurs qui viennent plutôt du côté purement investissement se prennent au jeu. Et au sein de Cavissima, on a deux pratiques. Je dirais la structure dédiée à l'investissement, une structure dédiée au plus à la consommation.
avec des caves de consommation, on va dire. Hein. Et souvent, la plupart du temps, les acteurs, les investisseurs qui viennent pour le côté investissement vont basculer et créer une cave pour plaisir, en fait. Hein. Ils se prennent au jeu. Il y a quand même cette partie plaisir. Année, région, que faut-il regarder alors quand on investit dans le vin ? En fait, notre job, c'est de proposer aux clients des caves qui soient le plus logiques, les plus cohérentes possibles et qui aient le maximum de potentiel en termes de valorisation. Donc, quels sont vos critères alors de sélection ? Donc, on va mélanger différents profils de vins. On va aller chercher des primeurs. Les primeurs, vous savez, c'est des vins qui ne sont pas encore en bouteille, hein, notamment évidemment à Bordeaux, et qui sont au prix le plus bas historique possible, je dirais. Hein. Donc, c'est effectivement un champ qui nous intéresse. Mais on essaie aussi de mettre des vins livres, ce qu'on appelle des vins livrables, donc des vins de millésimes ultérieurs, sur des millésimes qui sont intéressants, sur lesquels il y a un potentiel de valeur, une réserve de valeur dans le prix. Et on va aussi chercher des vins, et ces vins livrables, on va les chercher sur des vins français, bordelais, bourguignons, du Rhône, enfin de peu partout. Des vins étrangers aussi ? Et aussi des vins étrangers. De quel pays ? On se focalise que sur des très très grands vins. Donc on va avoir des grands Italiens, on va avoir quelques grands Espagnols, Californiens, vins d'Amérique du Sud, d'Australie, voilà, dans des différentes régions du monde. Vous disiez tout à l'heure, Daniel Immacolato, que c'était un actif très liquide. Au-delà de la liquidité évidemment du vin. Donc, qu'en est-il alors, expliquez-nous, de la volatilité de cet actif ? Il est rare d'assister à des fortes baisses de prix de bouteille. On est d'accord ? Oui, alors on ne peut jamais être certain de rien, évidemment, hein, c'est dans tout investissement. Mais je dirais, la mécanique qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un vin, notamment les grands vins, je vais réexpliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un vin liquide au sens non physique du terme. Mais ces grands vins-là ont des apogées qui sont très éloignés de la date de récolte. Donc le vin, je dirais, il y a les acheteurs qui vont le consommer vont être prêts à mettre davantage de moyens, d'argent, plus le vin sera près de son apogée, donc en termes de potentiel de consommation, etc. Donc le vin a un cycle de vie et une prise de valeur, je dirais, qui peut être un peu plus spéculative au démarrage et rapidement qui va s'ajuster par rapport à la qualité du vin, les notes qu'il a obtenues, la qualité générale du millésime, son origine, l'image de marque, de la propriété, etc., etc. Donc vous disiez très éloigné de la récolte, c'est-à-dire qu'on parle de vins qui ont combien d'années ? Alors ça va dépendre des profils, mais vous savez, les grands vins, on peut les boire 20, 30 ans ou beaucoup plus tard. Hein. Donc ce sont des bouteilles qui se vendent en moyenne à combien ? Celles dont vous parlez ? En termes de prix, vous voulez dire ? En termes de prix. Ah, vous avez un échantillon qui est très très large. Alors, là, on se concentre, je reviens sur la notion de vin liquide. Voilà, c'est ça, ces vins-là. On se concentre sur des marques qui s'échangent énormément sur les marchés. Donc, notre objectif, c'est de proposer des caves pour lesquelles donc, les vins qui sont en cave pour le client puissent être évidemment consommés s'il le souhaite, mais qui puissent être revendus sur les marchés. Donc vous avez des vins qui peuvent être très qualitatifs, mais qui ne sont pas liquides, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange, c'est difficile d'avoir des échanges fréquents. Donc on travaille sur des vins qui font l'objet d'énormément d'échanges sur des places de second marché, donc de professionnel à professionnel, ou de client à client directement, enfin d'amateur à amateur, mais essentiellement de professionnel à professionnel. Donc on a des places et de marché avec des prix et qui sont déterminés par différents indices et des prix d'échange en fait. Hein. Donc ces marques, donc là pour revenir au prix, là vous avez des prix, je dirais, on va rarement sur des vins en dessous de 50 € en prix de départ, je dirais, primeur. Et après, c'est des prix qui vont se valoriser dans le temps. Et on a des vins qui s'échangent à 15 000, 20 000 €, la bouteille. Hein, donc, vous connaissez la Romanée-Conti. Donc, voilà. Donc, vous avez tout dans cette... c'est difficile de donner un prix parce que vous avez toute une frange. En tout cas, si demain, je veux investir dans le vin, ce n'est pas nécessaire, en tout cas dans un premier temps, d'investir dans des bouteilles qui sont hors de prix. Alors, quand on va proposer une cave, c'est pour ça qu'il y a une ticket d'entrée qui est un petit minimum un petit peu, parce que c'est difficile de constituer une cave avec des bouteilles qui valent relativement cher et de la constituer de manière équilibrée sur quelques milliers d'euros. Ça ne fonctionne pas en fait. Hein. C'est rapidement le prix d'une caisse, vous voyez. Donc l'idée, c'est de démarrer
au minimum, je dirais, autour de 20 000 euros. Mhm. Et puis, on a des constitutions de caves qui vont jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Donc, il y a vraiment tous les profils derrière. Mais déjà, avec 20 000 euros, 15-20 000 euros, on arrive à constituer une cave équilibrée avec des vins, comme je disais tout à l'heure, à la fois primeurs, à la fois des vins livrables sur des millésimes pertinents, des vins étrangers, etc. Et on essaie d'avoir un portefeuille de produits qui soit cohérent, qui ait des réserves de valorisation maximale pour que, en fonction de l'objectif d'investissement du client, s'il souhaite investir sur une période de 4, 5, 6 ans, et puisse avoir un rendement qui soit le plus intéressant possible. C'est de cette manière donc chez Cavissima que vous aidez les investisseurs à faire les bons choix, les bons placements. C'est en leur proposant toute une diversification de produits dans lesquels ils peuvent investir. Exactement. C'est ce qui va être intéressant. Sachant, point important, c'est qu'on laisse toujours le choix à l'investisseur. C'est-à-dire que c'est lui, in fine, qui va choisir les bouteilles. On va lui faire une proposition. Évidemment, on a une connaissance des marchés, on suit ça en permanence, c'est notre métier. Donc voilà, donc ça c'est un aspect important. Mais après, in fine, on va lui faire des propositions. On va toujours lui proposer, je dirais, si un investisseur souhaite, je ne sais pas, investir 20 000 euros, 30 000 euros dans une cave, on va lui proposer beaucoup plus que ça pour qu'il puisse opérer des choix. Et voilà, c'est sa cave à la fin, donc c'est important pour nous qu'il le fasse. Il nous reste une petite minute, Daniel Immacolato. On n'a pas parlé du Livex. Pour investir dans le vin, est-ce qu'il faut forcément passer par le Livex pour investir? Peut-être que sûrement que vous allez me dire non, que ce n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, quels seraient les avantages de passer par le Livex pour investir dans le vin? Le Livex, en fait, c'est un outil. C'est un outil d'échange et qui est pertinent, qu'on suit, parce que ça nous donne des informations sur les prix d'échange des vins. Donc ça, c'est un outil. Alors, beaucoup de clients le suivent, et c'est très bien, pour être avertis un petit peu sur les prix d'échange, etc. Ça leur donne une bonne indication. Les données sont fiables? Les données sont relativement fiables. Oui. Après, la difficulté, c'est que comme ce sont des données d'échange instantané, s'il y a un échange qui s'est fait sur quelques bouteilles hors marché, je dirais, ça peut tordre un petit peu le prix. Donc celle-là, il faut avoir un petit peu un regard de professionnel. Donc voilà. C'est un aspect important. Donc c'est un outil utile, très utile. Merci beaucoup, Daniel Immacolato, d'avoir répondu à nos questions. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, rajouter quelque chose. Pour les investisseurs, une chose très importante, c'est que comme c'est un investissement attractif, le vin, vous avez des acteurs qui sont plus ou moins, je dirais, clairs sur ce secteur-là. Donc il y a des structures qui sont agréées AMF, c'est le cas de Cavissima, évidemment. Donc il y a une garantie derrière. Voilà, c'est important d'être certain, de ne pas se faire piéger, parce qu'il y a quelques acteurs un petit peu qui essaient de profiter de cette vague-là et qui sont pas très honnêtes. Donc voilà, soyez vigilants. Merci beaucoup pour ce conseil. Merci Daniel Immacolato. Je rappelle, vous êtes directeur général de Cavissima. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel impact pourrait avoir la réforme des valeurs locatives? En effet, les valeurs locatives cadastrales sur lesquelles repose le calcul des impôts locaux, tels que la taxe foncière, seront bientôt révisées. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques, cela pourrait entraîner une hausse d'impôts fonciers pour les logements les plus anciens et les plus spacieux. Pour y voir plus clair, Marie-Cécile Clémence, avocate spécialisée en fiscalité locale au cabinet M2C, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Guillaume Chapelle nous accompagne également, co-auteur du rapport sur la réforme des valeurs locatives, professeur assistant à l'Université de Cergy-Pontoise, également chercheur associé au LIEP. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Marie-Cécile Clémence, j'ai pris comme exemple la taxe foncière. À quelle autre taxe ces valeurs locatives servent-elles de base fiscale? Eh bien, elles servent également à la CFE pour les entreprises et anciennement à la taxe d'habitation, mais elles serviront toujours à la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, puisqu'elles ne bénéficient pas, celles-ci, de l'exonération et de la suppression de la taxe d'habitation. Guillaume Chapelle, de quel facteur dépend la valeur locative d'un bien, pour qu'on comprenne bien? Alors, à l'heure actuelle, la valeur locative dépend des différentes caractéristiques évaluées dans les années 70 des biens. Alors, ça va dire présence d'un ascenseur, surface du logement, l'étage, etc. Géographie aussi également? La géographie, vous avez quelque chose d'assez grossier qui a été pris justement, puisque c'est les loyers des années 1970 qui sont pris en compte pour la valeur actuelle.
Et donc, comment est-elle calculée exactement, alors, une fois qu'on a donné ces facteurs-là? Alors ces facteurs-là, en fait, ça va permettre de calculer ce qu'on appelle une valeur pondérée. C'est-à-dire que pour chaque logement, on va calculer une surface pondérée. Cette pondération dépend justement des caractéristiques du logement, donc nombre de pièces, présence d'un ascenseur. Il y a différents niveaux de qualité qui ont été évalués mais dans les années 70 sur ces logements et qui permet en fait après de multiplier cette pondération par la surface effective du logement et qui va vous donner la valeur locative qui va servir de base fiscale. Marie-Cécile Clémence, Guillaume Chapelle nous dit qu'elle n'avait pas été modifiée depuis 1970. Ça veut dire que ces valeurs locatives, aujourd'hui, elles sont obsolètes, selon vous? Obsolète, archaïque. Ouais. C'est complètement déconnecté du marché immobilier actuel. La valeur locative, c'est ce qui sert de socle à l'établissement de la taxe foncière, de la CFE, de la taxe d'habitation. Les valeurs locatives ont été arrêtées en 1970. On constate que le marché immobilier, lui, a une valeur qui a augmenté de 3 voire 4% par an, alors que elles, les valeurs locatives, ont augmenté de 1 à 3%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des taxes foncières qui sont complètement décorrélées du marché immobilier et c'est ce qu'on a voulu rétablir et c'est ce que le gouvernement a voulu rétablir et de mettre en phase des taxes foncières par rapport à la valeur locative du marché immobilier. C'est un parallèle qu'on peut faire avec la réforme des locaux professionnels qui a été réalisée depuis 2017 où effectivement on s'aperçoit que des taxes foncières augmentent au fur et à mesure et qui sont un peu plus en phase avec le marché de l'immobilier. Mais Guillaume Chapelle, comment on explique qu'il n'y ait pas eu de volonté politique avant 2020 pour remettre à neuf justement ces facteurs des valeurs locatives? Alors, il y a eu des volontés politiques, il y a eu plusieurs tentatives, notamment une dans les années 90, mais elles se sont souvent soldées par des échecs, parce que justement, comme le disait Marie-Cécile, vous avez eu une augmentation beaucoup plus rapide de la réalité du marché locatif et des prix de vente depuis les années 70 par rapport à la base fiscale. Et donc, du coup, en fait, implicitement, réviser les valeurs locatives, ça crée beaucoup de gagnants, beaucoup de perdants, quelques gagnants. Et on peut avoir politiquement du mal à essayer de faire accepter ce genre de réforme. Elle a un peu répondu déjà, Marie-Cécile Clémence, mais selon vous, qu'est-ce qui a changé dans le paysage immobilier locatif ces dernières années ? Alors, si ce n'est que certains biens ont en effet pris de la valeur. Les biens ont pris de la valeur, mais en fait, la prise de valeur a été extrêmement variée en fonction de la localisation des biens. C'est-à-dire que vous avez eu les grandes métropoles qui, depuis les années 70, ont connu un essor immobilier extrêmement important. Puis de l'autre côté, vous avez eu donc les zones rurales qui ont eu une croissance beaucoup plus faible. Et même à l'intérieur des métropoles et même à l'intérieur des communes, vous avez eu des redistributions territoriales. Et donc avec des quartiers qui étaient finalement très populaires, qui se sont extrêmement gentrifiés. On peut penser à certains quartiers de Paris ou de Marseille ou de Lyon. Et puis aussi, vous avez eu beaucoup d'étalement urbain depuis les années 70 avec le développement des grandes voies, des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des lignes de métro et de trains de banlieue. Mais du coup, vous avez eu aussi une augmentation des valeurs locatives dans les zones périphériques qui sont desservies par ces voies d'accès au centre-ville. Marie-Cécile Clémence, faudrait-il une actualisation régulière finalement des valeurs locatives, peut-être quelque chose qui arrive tous les ans, tous les 2 ans C'est ce qui est prévu effectivement. Alors, dans l'ancienne mouture, on devait avoir une réactualisation des VL 70. On constate que c'est un réel échec. Aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. D'ailleurs, à travers la nouvelle plateforme mise en place sur le site de impôt.gouv, où chaque année, les propriétaires bailleurs auront l'obligation de déclarer les loyers et donc cette déclaration de loyer devrait servir pour la première fois à l'établissement de ces nouveaux tarifs par secteur et par catégorie de logement et ensuite par la mise à jour des valeurs locatives. Donc ça veut dire que chaque propriétaire bailleur devra jouer le jeu. Alors quand on est propriétaire bailleur d'un seul local, ça va être facile, mais je pense aux offices HLM et aux offices Habitat qui, eux, ont des milliers de biens. Ça va être assez lourd, mais pour autant, il va falloir qu'ils jouent le jeu pour qu'on ait un réel marché locatif et des tarifs qui sont corrélés avec le marché immobilier. Marie-Cécile Clémence, que dit cette réforme justement sur les logements sociaux, sur la question du logement social ? Vous parliez tout à l'heure des HLM. Eh bien, la réforme,
elle dit rien de concret en fait sur les HLM. Aujourd'hui, les HLM bénéficient quand même des exonérations de taxes foncières, donc ça ne bouge pas. La seule chose qui va être modifiée, c'est le calcul de la base. Tout ce qui est aujourd'hui exonération, réduction liée aux HLM, il n'y aura pas d'impact. Ce qui ressort aussi du rapport, c'est que les HLM, eux, bénéficient quand même aujourd'hui d'une taxe foncière assez lourde et que normalement, elle devrait diminuer, si j'ai bien lu votre rapport, Guillaume, et que les HLM, aujourd'hui, pourront bénéficier d'une diminution de la taxe foncière de par l'actualisation des tarifs. Oui, Guillaume Chapelle, pour qu'on comprenne bien, grande surface, logement ancien, logement plus petit, quel type de logement pourrait voir leur imposition augmenter et, à contrario, baisser ? Alors, on note que finalement, l'imposition la plus lourde, finalement, pour les logements les plus récents, voire les logements des années 70, donc d'où l'imposition très lourde des secteurs HLM, alors que vous avez les logements tels que les logements anciens, même de type haussmannien, si on pense à Paris, qui, eux, bénéficient finalement d'une base fiscale extrêmement favorable. Et donc, du coup, une réforme des valeurs locatives devrait augmenter mécaniquement à une augmentation de l'imposition des bâtiments les plus anciens et une baisse pour les bâtiments les plus neufs, si on raisonnait, bien entendu, aussi à prélèvement constant au niveau de la commune. Après, tout dépend également des ajustements de taux qui seront effectués par les communes une fois la réforme actée. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement du niveau de l'incertain pour le moment. Donc pour l'instant, on ne peut pas établir de taux, de pourcentage de hausse ou de baisse. On a quand même une idée en moyenne ? On peut avoir une idée sur la hausse en fonction de la base fiscale, mais ce n'est pas sûr que ce soit véritablement la hausse de l'impôt in fine, puisqu'il peut y avoir des ajustements de taux par les collectivités locales. Alors pour la base fiscale, ce qu'on note, c'est que ça va être les logements en général les plus petits qui vont voir leurs impôts augmenter, enfin leur base fiscale augmenter. Également, en général, c'est des logements qui sont occupés par les ménages les plus aisés. Donc on note que par exemple pour les 10% les plus riches, la base fiscale devrait augmenter en moyenne de 10%, puis pour les 10% les plus pauvres, elle pourrait baisser de 5 à 6%. Donc on peut parler peut-être, je ne sais pas si ce sont vos termes, de plus de justice finalement ? Alors on peut penser que oui, justement, puisque l'impôt va être davantage proportionnel aux revenus des gens. Donc, du coup, coller à la réalité du marché permet, en fait, finalement, d'avoir un impôt plus réaliste, peut-être plus juste. Après, bien entendu, tout dépend des ajustements de taux qui peuvent être effectués par les collectivités locales. Et également, c'est-à-dire que la méthode qu'on propose dans ce rapport pour évaluer, c'est-à-dire pour coller ces nouvelles valeurs locatives au marché, n'est pas celle qui est proposée par le ministère du Logement. Or, en fait, finalement, il repropose le ministère des Finances, il propose une méthode qui est très proche de celle des années 70, alors que les méthodes économétriques ont beaucoup évolué. Finalement, on n'est pas sûr non plus que la méthode appliquée par le ministère donnera les mêmes résultats que les nôtres. Marie-Cécile Clémence, comment cette réforme va modifier la manière dont vous accompagnez vos clients chez M2C ? Alors, nous, on accompagne déjà des clients entreprises qui ont subi cette réforme des valeurs locatives. Alors, la réforme, elle est un petit peu différente pour les professionnels, puisque le texte prévoyait un planchonnement et un lissage applicables sur 10 ans. Donc, ça veut dire que pendant 10 ans, on fonctionne encore avec des VL 70 et des VL révisés. Donc, jusqu'en 2026, on appliquait les deux méthodes. Je rappelle que l'objectif de la réforme des VL 70, c'est à la simplification de la méthode de calcul, ce qui, concrètement, n'est absolument pas le cas. Pour les locaux d'habitation, ce sera un petit peu différent, puisqu'on va stopper cette référence à la valeur locative 70 et on va tenir compte d'une simple valeur locative révisée. Donc aujourd'hui, l'accompagnement, il va se faire sur, la vérification des surfaces qui sont taxées et la vérification de la catégorie qui va être retenue par l'administration fiscale, puisque nous n'aurons aucun impact et aucune possibilité de modifier le tarif qui sera retenu, puisque lui, il sera dépendant des déclarations qui seront faites par les propriétaires bailleurs. Vous avez parlé tout à l'heure, Guillaume Chapelle, des collectivités. Comment elles accueillent cette réforme ? Alors ça, c'est
difficile vraiment de savoir leur accueil pour le moment. Enfin, on n'est pas vraiment en mesure, puisque c'est la grande inconnue, donc on n'est pas vraiment en mesure d'anticiper véritablement pour chaque collectivité l'évolution précise suite à cette réforme et à l'application de Bercy En tout cas, l'impact sera là. Mais l'impact sera certainement là, et en fait, c'est là où en fait, on ne sait pas comment va être encadrée cette transition. Pour le moment, pour les entreprises, ça a été déjà effectué, mais pour les locaux d'habitation, on ne sait pas si on sera sur un système mixte pendant quelques années avec une période de transition, ou si la transition sera brutale. Et si la transition est brutale, si c'est à fiscalité constante, c'est en forçant les collectivités locales à ajuster leur taux, donc celles qui auront vu leur base fiscale augmenter fortement, si on les forcera à baisser leur taux, et vice-versa pour les autres. Donc en fait, on est plutôt dans l'inconnu, et on ne sait pas trop si... l'attitude des collectivités locales face à cet inconnu reste aussi une grande incertitude. Est-ce qu'on sait comment cette réforme prendra en compte les disparités territoriales? Vous parliez tout à l'heure des grandes villes comme Paris. Est-ce que ce sera quelque chose qui est éclairci? Et c'est encore la même question. Est-ce que cette réforme s'opère à fiscalité constante au sein d'une collectivité locale ou non? Et en fait, pour le moment... ça reste encore une très forte inconnue. Si on laisse les collectivités locales gérer complètement leurs taux et appliquer les mêmes taux, alors on aura de très très fortes disparités territoriales, et ça c'est le scénario qui avait été évalué par Benjamin Vignol. Et donc dans ce cas-là, en fait, on aurait Paris qui verrait sa fiscalité, ou la Côte d'Azur qui aurait sa fiscalité augmenter extrêmement fortement, avec une manne fiscale vraiment énorme, puisque la divergence des prix et des loyers a été extrêmement forte depuis les années 70. Si on force finalement les collectivités locales à fonctionner à collecte constante, du coup Paris et la Côte d'Azur seraient obligés de baisser très très fortement leurs taux pour en fait ne pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables locaux. Marie-Cécile Clémence, cette réforme, elle va dans le bon sens alors? Ça dépend pour qui. Ouais. Pour les propriétaires, je ne suis pas certaine. Je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui qu'il va y avoir des baisses d'imposition. Je pense que c'est faux. Pour les collectivités locales, oui, ça va dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, il y a une perte de recettes fiscales pour les collectivités. Alors, si on reprend un petit peu les méthodes de calcul, il y a une strate supplémentaire qui va s'ajouter, puisqu'on va avoir la valeur locative cadastrale, le taux, mais il y a un coefficient de neutralisation qui va viser à neutraliser en fait l'impact fiscal de cette réforme, tant pour les collectivités locales que pour certains propriétaires. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les ressources fiscales liées à cette réforme, normalement, devraient être à budget constant pour les collectivités. Donc l'objectif de la réforme, si ce n'est simplifié et collé au marché immobilier actuel, oui, il est là. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de réellement pressentir ce que ça va donner en termes de chiffres. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart.